Aujourd'hui, je vais essayer avec... D'ailleurs, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis content de me retrouver à Saint-Laurent. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui habitent ici. On l'appelle affectueusement le Petit Liban. Donc, je me retrouve chez moi, en d'autres mots. C'est un grand plaisir pour moi. Je vais vous parler aujourd'hui de cette évolution-là du Lean jusqu'à l'intelligence artificielle. Donc, je vais essayer de résumer en 10 minutes 31 années d'expérience avec proche de 300 PME au Québec. Donc, un professeur n'enseigne pas seulement, mais il va aller chercher les sujets de ses recherches dans les PME comme telles. On va parler des pourquoi, des c'est quoi, comment et où est-ce qu'on va, et de la puissance de la cartographie. En 90, j'arrivais du Texas avec mon doctorat, puis j'ai rencontré un grand homme qui a vraiment influencé toute ma vie, c'est Pierre-André Julien. Il m'a dit, toi, les jeunes, tu vas venir travailler avec moi sur la PME. Tout ce qui est appris sur les juste à temps et sur les lignes manufacturing, il faut l'adapter, on va monter le réseau Bombardier. Et quand je parle de Bombardier ici, c'est Bombardier récréatif, donc qui est rendu maintenant BRP. Quand on a regardé l'évolution vraiment du marché, l'évolution, on a évolué dans les années 60 d'un marché avec homogénéité et simplicité à un marché où le plus hétérogène et complexe, si vous voulez, comme tel. Donc, on est parti aussi d'une concurrence qui est nationale à une concurrence complètement mondiale. Si on ajoute à ça les manques de main-d'œuvre, si on ajoute à ça les changements climatiques et tout ça, donc on rentre dans un environnement qui est de plus en plus dynamique et de plus en plus volubile. Le problème dans tout ça, c'est que si je regarde dans les années 80, nos systèmes de production, ils ont été vraiment designés pour faire une production de masse. Cette production de masse-là, qui est plus basée sur la troisième révolution, elle ne suffit plus, si vous voulez, aux PME d'être productifs maintenant. Ça prend, puisqu'on va de plus en plus vers une production de masse qui est personnalisée, donc ça prend beaucoup d'agilité et ça prend beaucoup de flexibilité. Et en plus, si je regarde cette évolution-là, où est-ce qu'elle nous amène, donc on est parti du Lean, donc c'est ça que j'appelle moi l'industrie, la révolution industrielle 2, à l'automatisation, puis après au 4.0, ce qui a ajouté beaucoup de complexité au système. En ajoutant cette complexité-là, donc ça prenait vraiment la résilience aussi en plus de tout ça. Et comme je dis, avec l'industrie 4.0 qui est la connectivité et de faire sur mesure, il fallait absolument aller vers cette agilité. La fierté que j'ai ici, c'est que j'ai vraiment vécu et j'ai contribué à même les quatre de cette révolution-là. La première, la façon que je l'ai faite, ou la stratégie que j'ai toujours utilisée, j'ai regardé, j'ai dit, il faut absolument être Lean. Donc, quand on a commencé à implanter le Lean chez les fournisseurs de Bombardier pour monter le réseau de Valcourt, la chose que j'ai réalisée, c'est qu'il faut que je sache, il faut que je mette un objectif, il faut que je sache où est-ce que je m'en vais, mais il faut que je sache où est-ce que je suis. Et entre les deux, il faut que j'établisse un plan. Pour le faire, j'ai développé une cartographie des chaînes de valeur qui est basée sur mes connaissances en juste à temps. Donc, j'ai regardé vraiment pour monter cet réseau-là chez Bombardier, je vais revenir là-dessus. J'ai dit, c'est quoi le juste à temps? Donc, le juste à temps, il y a des facteurs internes et des facteurs externes qui viennent affecter la productivité de l'entreprise comme telle. Donc, je dis de ces facteurs-là, quels sont les facteurs qui affectent vraiment l'entreprise. Et en prenant tous ces facteurs-là, j'ai développé la cartographie que j'ai appliquée au réseau Bombardier. J'ai pris 20 fournisseurs de Bombardier Valcourt, puis il fallait travailler avec ces fournisseurs-là pour les ramener à être des fournisseurs de modules au lieu d'être des fournisseurs de pièces. Avant Bombardier, c'était une ligne d'assemblage à la pièce qui a été alimentée par 400 PME québécoises. Mais quand la Chine est venue, ces entreprises-là avaient peur de perdre le marché pour la Chine parce que Bombardier commençait à aller chercher des pièces qui sont moins chères là-bas. Ce que j'ai proposé, j'ai dit, si on va vers une structure modulaire, la valeur d'un module est très élevée, Bombardier ne peut pas aller chercher là-bas. Si vous voulez devenir des fournisseurs des modules à ce moment-là,
tout reste ici au Québec. Si vous voulez aller en Chine, c'est vous qui partez en Chine, n'êtes pas Bombardier comme tel. Donc, on a monté ces réseaux-là avec Usinatech, avec Megatech Electro, avec CVTech, avec Camoguide et j'en passe. Donc, toutes ces entreprises-là, je travaillais 15 ans avec eux. Ils sont devenus des fournisseurs des modules. Et la ligne des Bombardier aujourd'hui, c'est une ligne d'assemblage avec plusieurs modèles sur la ligne. Et pas seulement ça, c'est une première mondiale, c'est plusieurs produits sur la ligne. Il y a des skidoo, il y a des tracksters qui suivent un après l'autre avec plusieurs modules. Pour y arriver, donc, il fallait développer les tiers 2, les entreprises qui sont en rouge, c'est Megatech Electro qui fournit des tableaux de bord aujourd'hui au lieu de fournir des pièces ou des gadgets électroniques. C'est Megatech Electro, CVTech qui fournissent la transmission au complet et ainsi de suite. Donc ça, on a réussi à les faire en rendant ces entreprises lignes dès le départ. Donc après cette cartographie-là que nous avons développée, le CNRC, le Conseil national des recherches du Canada, on m'a dit qu'ils sont ici, ils nous ont demandé de les appliquer sur les PME québécoises. Donc, j'ai visité tous les coins possibles et impossibles du Québec avec 300 entreprises. Les données que j'ai regardées ou qu'on a ramassées dans ces entreprises-là, on a fait l'analyse. La première analyse, on l'a faite en 2007 avec Serge Lambert, donc un de mes étudiants, qui, je dois l'appeler docteur aujourd'hui, il est devenu docteur. On a regardé où est-ce qu'ils sont situés les PME québécoises pour voir de quelle façon on peut les aider. Après, on a fait une deuxième analyse, donc avec Yousra, qui travaille actuellement chez NITA, qui est devenu docteur aussi. Et le troisième, avec Sébastien Gamache, qui est aussi, qui est devenu docteur. J'ai dit à mon fils, j'ai une quatrième analyse à faire. Il m'a dit, je ne vais pas faire de doctorat. Alors, j'ai dit, OK, je trouve quelqu'un d'autre. Donc, si je regarde la dernière analyse où est-ce que les entreprises étaient rendues, et Sébastien est en train de mettre à jour maintenant, donc il est professeur avec nous, j'ai la fierté de le dire aussi. Donc, les entreprises québécoises, on a pris 48, corrige-moi si je me trompe, 143. 148, excusez-moi, je peux m'en mentir. Donc, ces 148 entreprises-là, au Québec, il l'a dit, ça a été dit ce matin, on est vraiment derrière l'Ontario et les États-Unis. On a un taux de rendement global qui est à 21%. 21%, ce qui veut dire vraiment on travaille au 5e de nos capacités. Pour faire la comparaison, le système Toyota est à 85%. Mais le système Toyota, c'est un système discret qu'on a transformé en un système qui est continu. Donc, pour voir à combien que je peux monter les entreprises québécoises, on a fait un projet avec le MESI dans le temps, avec le ministère de l'Emploi, avec Cefrio, ils ne sont plus là malheureusement. On a pris 15 entreprises, on a travaillé et les suivi pendant 3 ans. Et ces 15 entreprises-là, avec la cartographie, avec un programme d'amélioration pour aller vers le Lean, nous avons réussi à les monter à 65%. Donc, maintenant, je dis aux entreprises, je peux vous garantir, je peux vous monter jusqu'à 65% comme taux de rendement global comme tel. Le taux de rendement au goulot, on est à 59%, mais pour avoir, c'est-à-dire ces taux-là, ça prend des millions de dollars en inventaire sur les planchers pour augmenter la capacité de production. Donc, ça coûte vraiment cher. Donc, l'état actuel des PME, si je prends les 300 que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, donc c'est 21% de TRG, 30% qui utilisent des outils d'amélioration continue et 33% qui utilisent un système IRP, avec un taux d'échec qui est assez élevé quand même. Pour les 4.0, on a fait la même chose, donc j'ai développé 2 cartographies. 4.0, dans le temps, j'ai vu ça à Ottawa dans une conférence et j'ai proposé à Sébastien Roux, je pense qu'il est ici aussi, Producti Québec, de mettre un étudiant là-dessus pour développer encore une cartographie pour adapter les 4.0 au PME. Donc, on avait dit ça au MESI dans le temps, ils l'ont acheté, ils nous ont amené avec eux en France et aux États-Unis visiter les foires des 4.0 et on a développé, on était impliqués dans le développement parce qu'ils voulaient aller plus vite, donc le CRIC, le CRIM et les autres ont été impliqués là-dessus. Et ça a aidé Sébastien à finir son doctorat en 2 ans et demi, comme on dit. Donc, c'était l'origine de l'ADN. Et après cette complexité-là qui est arrivée, mais
j'ai travaillé là-dessus aussi. J'ai développé une autre cartographie que j'ai travaillé avec chez Hydro-Québec aussi pour faire la gestion des actifs. Pourquoi la gestion des actifs? Parce qu'on est arrivé à des systèmes complexes, ça prend absolument de la gestion des actifs. Et actuellement, on travaille avec l'intelligence artificielle et le 4.0 pour supporter la gestion des actifs. C'est là où on est rendu. Le constat, avant de passer je commence à piétiner sur votre temps. Une des entreprises qu'on a travaillé, que nous avons travaillé avec, mais c'était NITA. Quand j'ai rencontré Monsieur Lord, je lui ai proposé de l'amener vers le lean manufacturing, d'aller vers les structures modulaires et de commencer à introduire les 4.0 sur les machines. Au début, il ne voulait pas, mais chaque visionnaire, il se révise. Donc, après 6 mois, il m'appelle, il dit, on va avec. On a mis Sébastien sur un programme MITAC. En 2 ans, on a implanté les lignes chez NITA. Ils ont passé de 2 millions à 6 millions de chiffres d'affaires sur le même plancher d'usine avec les mêmes nombres d'employés. C'est pas du livre, j'ai un témoin à côté ici. Et après, ils ont continué seuls à améliorer ces structures modulaires-là de leurs produits. Où est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui? Ils ont dépassé les 20 millions de dollars de chiffre d'affaires, toujours sur le même espace, en suivant les étapes qu'on a ici. Et pour ça, donc, je veux enlever la présentation, s'il vous plaît. Là, tu veux partir de l'enfant, bouge pas, on va essayer. Oui. C'est eux qui doivent les enlever. Voilà. Oups, il ne l'a pas pris. OK, on vous l'avez à l'écran? OK, bon, c'est parfait. OK. Donc, c'est à moi, Georges? Oui, allez-y. Effectivement, quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'était en 2013, 2014, 2015. Ça faisait 3 ans qu'on avait plus de 30 % de croissance par année, puis ça commençait à être difficile. Là, Georges a proposé ce qu'il vient de vous expliquer, puis je peux vous garantir que ça fonctionne. On a une croissance moyenne depuis 2012 de 35 % par année, encore aujourd'hui. Et on génère un BAIA moyen depuis 2012 de 21 % en manufacturing. Fait que ces méthodes fonctionnent très bien. Ce qu'ils ont implanté chez nous, Sébastien a été chez nous pendant plusieurs années. Il a fini sa maîtrise et son doctorat en travaillant avec nous. Il a fait le plan de l'agrandissement de notre usine en 2018. Ce qu'ils ont implanté chez nous m'a inspiré pour développer ce que je vais vous montrer, qui est l'outil, en fait, de gestion des équipements qu'on revend à notre clientèle, qui sont des étiquetteuses. Donc, c'est des grosses machines qui appliquent les étiquettes sur tous les différents contenants. Donc, vous ouvrez votre porte de frigidaire, il y a tous les contenants qui sont là, ils ont des étiquettes dessus, ketchup Heinz, par exemple, alors pour l'image du produit, etc. Nos machines appliquent les étiquettes automatiquement sur la chaîne de montage. Donc, je voulais fournir à mon client un outil de gestion dans son usine plus que juste une étiquetteuse. Donc, la plus grosse difficulté, c'était puis là, je clique, puis ça ne fonctionne pas, puis ça me dérange un peu, là, mais OK, on l'a. Ça, c'est parce que là, je suis connecté direct dans mon usine, là. Donc, je voulais pas le faire à distance. Le système fonctionne live, donc on est live dans l'usine présentement. Donc, je voulais lui donner un outil facile à utiliser. C'était le plus gros cauchemar. Alors, on commence chez nous avec une recette qu'ils vont sélectionner, ils voient le produit, puis ils vont chercher le recette. Et généralement, chez tous mes autres compétiteurs, les ajustements que vous voyez à l'écran présentement se font à tâtons. Ça prend un expert qui dit, bon, OK, pour ce produit-là, c'est à peu près ici, c'est à peu près là. Chez nous, bien, si vous regardez sur un côté, ça donne un chiffre, le 1 orange avec AB. Bien, sur la machine, le dessin que vous voyez, c'est le vrai 3D de la machine qu'on vend aux clients, qu'on livre. Chaque machine chez nous est différente. Tout est standard, mais c'est comme une auto. Alors, les options qui vont après la machine sont en fonction de ce que le client veut étiqueter. Alors, c'est son vrai 3D. On voit en orange qui est ajusté. Quand c'est fait, on passe au suivant. Les lettres, c'est pour référer aux ajustements sur la machine même. Il y a des lettres et des règles. Et la couleur, c'est pour aider l'opérateur pour être sûr qu'il ne se trompe pas. Donc, dans les ajustements, pour encore plus faciliter, vous voyez qu'il y a des points d'interrogation à côté de chacune. Si vous cliquez dessus, ben, on vous montre une vidéo pour vous expliquer où elle est et comment la faire. Donc, ça, c'est vrai pour dans toutes les fonctionnements. Là, j'ai fermé. J'ai pas pesé sur le bon. Je m'excuse pour ça. On va le repartir. Alors là, il faut tout le connecter.
Georges. Mais je continue à vous en parler quand même en attendant. Là. Alors, la recette explique à l'opérateur exactement chaque étape que l'opérateur doit faire. Il est guidé. Alors, c'est plus essai-erreur comme chez mes compétiteurs, mais c'est live sur la machine. Chaque fonction ou fonctionnalité que l'opérateur pourrait avoir ajustée, il y a toujours un point d'interrogation. S'il clique sur le point d'interrogation, il va avoir une vidéo, une présentation qui va lui expliquer cette fonction-là en particulier, elle sert à quoi. Donc, l'utilisation devient extrêmement simple et à partir de là, on n'a pas besoin d'un expert, on a juste besoin d'une personne qui est capable de suivre l'écran et de faire ce que l'écran lui dit de faire. Ce qui a l'air simple ici, mais dans mon milieu, c'est révolutionnaire parce qu'il n'y a personne présentement, même sur la planète, qui fait ce genre de fonctionnalité-là pour l'opération. Mais je voulais pas qu'on arrête juste à l'opération. Je voulais qu'on aille plus loin puis qu'on puisse donner un outil de maintenance à ma clientèle, puis aussi un outil de gestion de performance. Donc, gestion de maintenance et performance. Je pense pas que ça leur appartient encore, par exemple. Mais bon, oui, c'est là, c'est bon, mais moi, je le vois pas ici. Il faudrait que je le voie pour être capable de l'utiliser. Non. Puis on l'a pas en bas. Puis je m'excuse pour ça. Hein. Puis là, je le vois pas en bas. OK, mais je continue de vous parler. Alors, au niveau de l'outil de performance, de gestion, de maintenance, le système lui-même à l'écran donne toutes les maintenances qu'il y a à faire à journalière, à tous les semaines, tous les mois, tous les années. Donc, sur la machine elle-même, le client a un écran qui lui permet de voir qu'est-ce qu'il doit faire comme maintenance pour être sûr qu'il puisse livrer un vendredi après-midi à Costco une grosse commande et que la machine ne brise pas. Donc ça, c'est hyper utile pour tous les gens au niveau de la maintenance. Par-dessus ça, j'espère que ça va arriver parce que ça, c'est assez puissant. La machine s'autodiagnostique elle-même. On utilise des moteurs cerveau avec des drives programmables pour ceux qui connaissent la technologie. Et donc, on suit tous les paramètres. Bon, superbe. On suit tous les paramètres qui se passe dans la machine. Je vous disais, l'outil de maintenance, vous le voyez ici, là, tous les jours, tous les mois. Après ça, là, je vous parle de la machine s'autodiagnostique elle-même. Donc, il peut avoir des alarmes qui arrivent. Et si je vais dans la section diagnostic, s'il y a quelque chose de défectueux, ça va flasher en rouge. Ce qu'on voit ici, c'est les options qu'il y a sur cette machine-là. Fait que disons qu'il y aurait un problème sur la tête étiqueteuse, je viens de l'ouvrir. On va suivre plusieurs paramètres de cette tête-là. Un paramètre qui est important, c'est on appelle ça le drive roller, c'est qui tire sur le backing, puis qui fait que ça va appliquer l'étiquette sur le produit. Et s'il y a un problème avec ce drive roller-là, qui est un rouleau de rubber dans le fond, vous perdez toute la précision. Donc, il n'y a pas un client qui veut que son étiquette soit croche sur son produit. Alors ça, c'est très important. Alors, on suit les paramètres et on indique au client, par exemple, au niveau de l'usure, à quel pourcentage il est rendu. Puis dans la ligne ici, ça va devenir, c'est vert, ça va devenir jaune et ça va devenir rouge. Quand ça devient rouge, c'est par exemple, il est temps de le remplacer. Mais là, le problème est tout le temps, c'est quoi mon numéro de pièce? Alors, pour ça, ben, on clique sur comment commander, puis là, les composantes nous arrivent. Je clique sur la pièce que je veux, qui est le fameux rouleau que je vous parle, et ici, à droite, je vais dire « Envoie-moi une cotation » ou « Envoie-moi la pièce ». Alors, quand il clique là-dessus, il y a la possibilité d'envoyer à son département des achats une commande, soit à son distributeur ou à nous directement. Je veux avoir cette pièce-là. Donc, c'est comme très simple. Là, la personne de maintenance reçoit la pièce. Le problème, c'est toujours comment je fais pour l'installer. Alors, si tu viens ici, comment remplacer? Bien, si tu cliques là-dessus, je te donne une vidéo, je t'explique exactement quoi faire, chaque étape, pour être capable de remplacer cette composante-là. Donc, jusqu'à maintenant, quelqu'un qui n'est pas capable de suivre ça, il devrait se trouver un employeur, probablement. Alors, ce que vous voyez là est vrai pour chacune des composantes qui pourraient être à remplacer sur notre machine, qui est dans la base de vidéo qui est ici. Alors, vous voulez remplacer une courroie, peu importe, un bearing, vous allez là, vous faites la recherche par un mot-clé, puis ça vous amène à une vidéo qui vous permet de comprendre comment le faire. Vous voulez avoir des pièces de spare, vous avez votre machine et vous pouvez aller dans chacune des écrans, puis ça va exploser. Je le ferai pas parce que je commence à manquer de temps, là, mais ça explose et ça vous montre chacune des composantes. Puis à partir de là, vous pouvez juste cliquer dessus puis dire « Je veux avoir ces composantes-là ». Vous créez votre banque de composantes que vous voulez, puis vous dites « Commander ». Puis soit le département des achats, nous ou le distributeur va recevoir
la commande directement. Au niveau de ça, c'est au niveau de la maintenance. Au niveau de la performance, on mesure aussi certains critères et on donne au directeur de production les performances de la machine sur ces différents chiffres, jour, soir, nuit. Donc, le directeur de production est capable de voir s'il y a des améliorations à faire sur certains de ces chiffres, de la formation à donner, s'il y a des opérateurs qui ont plus de difficultés à fonctionner. Et en dernier, NitaCare, ben c'est si le client a des difficultés, il peut nous appeler, puis nous, on est capable d'entrer live dans la machine instantanément, puis prendre le contrôle, puis lui montrer ce qui va ou ce qui va pas. Ça, c'est au niveau de notre clientèle. Au niveau de l'interne, en 29 secondes, l'outil qui a été développé avec l'aide de l'Université du Québec et de l'ETS aussi, parce qu'on a fait une autre fonction avec l'ETS au niveau de l'ingénierie, ça nous permet d'avoir, moi, sur mon bureau, live, sur mon ordinateur, mon tableau de bord qui me donne mon cash flow live, qui me donne mes coûts par département, qui me donne ma marge brute, qui me donne mon BAIA. S'il y a une facture qui entre dans le système, ça change mon chiffre automatiquement. J'ai aussi un rapport qui me dit on roule en moyenne avec 100 projets à la fois en même temps, 100 machines à bâtir à la fois en même temps. Donc, je sais à chaque étape, chacune des machines où elle est rendue dans le processus. Donc, ça me permet d'avoir une image claire de mon usine et de m'assurer qu'on est en route pour livrer au bon moment en respectant les délais de livraison à nos clients. Donc, l'outil de gestion qu'on a développé avec l'aide de l'Université du Québec, puis avec ce qu'on est en train d'implanter avec l'ETS, nous donne le moyen de pouvoir croître à 35% par année et garder une rentabilité exceptionnelle. Si on n'avait pas ça, on n'aurait pas pu soutenir cette croissance-là, puis on n'aurait définitivement pas pu soutenir cette rentabilité-là. Donc, merci, messieurs, de votre support, puis je vous encourage à appeler les universités pour vous faire aider. Ils sont vraiment bons.